Merci pour elle. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons, après ces premiers témoignages qui étaient très émotionnels, où le cœur a largement parlé, où le business a parlé, où le témoignage de ces différentes femmes nous a fait vibrer, nous avons le très grand plaisir d'accueillir parmi nous aujourd'hui une des plus grandes navigatrices au monde, qui est suisse. Le débat sera co-animé évidemment avec Esther qui est à ma gauche. Et j'ai le grand plaisir, sous un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, d'accueillir Justine Métro. Merci. Merci beaucoup. Oui, c'est vrai que comme on a chacun un micro, je crois qu'on les met. Est-ce que vous m'entendez? Oui, vous m'entendez bien. Bon, Justine, merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes, à 38 ans, la femme la plus rapide de l'histoire du Vendée Globe. Vous êtes arrivée à la 8e place. Vous avez établi le nouveau record du tour du monde pour une femme sur un yacht en monocoque. Vous êtes rentrée le 25 janvier de cette année, après 76 jours en mer. Voilà, c'est avec un grand plaisir qu'on vous reçoit ce soir et on a beaucoup envie de vous entendre parler de cette expérience. Vous êtes revenue, je viens de le dire, il y a 1 mois et demi. Après la solitude, la concentration, le confort rudimentaire, le manque de sommeil, les repas lyophilisés, voici le retour à la vie normale. Comment vous vous sentez aujourd'hui, 1 mois et demi après? Oui, aujourd'hui, je me sens plutôt bien. C'est vrai que ça fait déjà presque 2 mois que la course est terminée pour moi. Donc voilà, ça a quand même déjà laissé le temps de pouvoir pas mal récupérer. Et puis à l'arrivée du Vendée Globe, je me sentais déjà plutôt bien physiquement. J'avais pas eu de blessure pendant la course. La course est aussi plutôt bien passée pour moi, donc ça permet aussi de mieux récupérer, d'être dans une bonne dynamique. Et donc voilà, je me sens en forme aujourd'hui. Comment on dort quand on est en train de faire le Vendée Globe, qu'on doit faire attention à tout? Comment on organise son sommeil? Oui, alors le sommeil, les recommandations des spécialistes, c'est d'essayer de dormir à peu près 5 heures par 24 heures. Donc c'est vrai que quand nous on est en course, on ne fait pas vraiment de distinction entre le jour et la nuit. On s'adapte vraiment en fonction de la météo. Est-ce qu'il y a des manœuvres à faire? Est-ce que c'est l'heure de prendre la météo, etc. Donc voilà, après, il faut essayer de placer du temps de sommeil aussi là-dedans, à côté du réglage du bateau, du réglage des voiles, du fait de manger, de prendre du temps un peu pour soi aussi. Ça veut dire combien d'heures maximum de suite? De suite maximum, moi j'ai essayé de faire 1 heure maximum. Ça m'est arrivé quelquefois de ne pas entendre mon réveil, ou soit je l'avais mal enclenché et puis j'ai dormi un peu plus longtemps. Mais voilà, sinon c'est généralement 40 minutes, 1 heure, c'était un petit peu la norme. Et puis après, voilà, on a une sorte de cocotte minute pour mettre nos réveils, donc qui sonne très fort une fois qu'on est arrivé au bout. Et une fois que ça sonne, on se lève, on va vérifier que tout va bien. Et si peut-être si c'est encore le bon moment, on peut renchaîner sur une ou sur deux siestes après. On s'organise un peu comme ça, et peut-être s'il y a quelque chose à faire, à ce moment-là, on se lève. Justement, cette fréquence donc, de sommeil hyper interrompue, je crois que même les mères avec les nourrissons n'ont pas une fréquence aussi grande. C'est pourquoi? C'est pour s'assurer qu'on reste au maximum de l'efficacité, de la rapidité du bateau? Ouais, c'est ça exactement. C'est pour être sûr qu'on est en veille. Déjà qu'on est réveillé assez souvent pour pouvoir réagir s'il y a un danger, si on croise des bateaux, si on est en train de se rapprocher de la terre. Est-ce que le vent il a changé? Est-ce que j'ai une manœuvre à faire? Est-ce que c'est l'heure de prendre la météo, etc. Donc pour les paramètres, certains paramètres, on peut se mettre des alarmes aussi. Donc par exemple, si le vent se renforce trop, je peux aussi, quand je vais dormir, me mettre une alarme pour me dire s'il y a plus de 20 nœuds de vent, je veux que ça sonne parce que ce sera le moment d'aller faire un changement de voile. On peut aussi faire ça, mais voilà, le fait d'être en veille permanente, c'est ce qui nous permet d'être performant, parce que le vent c'est vraiment quelque chose de pas stable, et il peut changer un peu de force, un peu de direction, et ça demande aussi d'aller faire des réglages pour être sûr qu'on reste le plus rapide. Il faut juste s'imaginer, Justine Métro, 76 jours toute seule au milieu de la mer dans un bateau. Ça doit être assez vertigineux, non? Oui, c'est vrai que ça peut paraître assez vertigineux, mais c'est vrai qu'en tout cas, dans mon souvenir maintenant du Vendée Globe, j'ai l'impression de bien visualiser les premiers jours de course, aussi la fin, et puis qu'il y a un peu toute la partie du milieu. Au final, elles se font en fait dans une sorte
ouais, de seuls moments, je ne sais pas trop comment expliquer ça, mais voilà, ça fait comme une grosse pareil, période ça de semble un temps. peu uniforme. Voilà, ça semble un peu uniforme, donc voilà, on prend le départ et puis au final, c'est quand même rythmé par les différents points de passage, par quand même toutes les choses qu'on a fait à faire à bord qui nous occupent quand même beaucoup. C'est vrai qu'on nous demande souvent si on s'ennuie à bord, mais c'est quand même assez rarement le cas et on est plutôt en train de chercher des moments où on peut aller se reposer. Donc voilà, au final, les jours passent et puis ça défile quand même assez vite. Vous avez passé Noël toute seule sur un bateau. Vous avez fêté ça comment ? Oui, le Noël, je l'ai fêté assez rapidement. C'est vrai que toute la période Noël, Nouvel An, on est encore dans les mers du Sud, pas très loin, un petit peu avant le Cap Horn. Donc voilà, c'est pas les conditions les plus propices à avoir un peu du temps pour soi. Le Noël, moi, j'ai surtout fêté. Je crois que ma famille se rassemblait le 22, donc je les ai eus au téléphone à ce moment-là. Et puis après, pour le Noël en lui-même, voilà, j'avais retrouvé des petits cadeaux un petit peu sur le début de la course. Que j'ai profité d'ouvrir à ce moment-là. On a des plats un petit peu meilleurs que sur le reste de la course aussi à ces périodes-là de Noël et de Nouvel An. Bon, c'est juste voilà, des plats un peu plus qualitatifs. Moi, j'avais quelques repas qui avaient été préparés par un chef nantais qui était mis sous vide. Donc voilà, typiquement, le jour de Noël, j'avais un de ces plats à lui. Donc voilà, c'est des moments un peu plus réconfortants aussi. Est-ce qu'on pense à la mort, à la possibilité d'y rester quand on fait ce type de course ? Oui, bien sûr qu'on y pense parce que voilà, on sait que le Vendée Globe c'est une course exigeante, qu'on est tout seul sur des bateaux voilà, autour de l'Antarctique et qu'il y a eu des accidents dans certains précédents Vendée Globe. Après, voilà, aujourd'hui, toutes les données météo, elles se sont beaucoup améliorées, tous les systèmes de sécurité, voilà, toutes les choses qu'on a à bord. C'est quoi le risque en fait ? Le risque, il existe quand même. Le risque principal, c'est bien sûr c'est de tomber à l'eau. Donc voilà, quand on fait des manœuvres, quand on va sur le pont, on essaie de s'attacher. Mais voilà, on n'est jamais à l'abri d'un accident. Et c'est sûr que voilà, il faut éviter l'erreur de tomber tout seul dans des endroits qui sont isolés où de toute manière les secours ils mettront un petit peu de temps à arriver. Vous avez dit plusieurs fois dans des interviews qu'un de vos plus beaux souvenirs, c'était le passage du Cap Horn. Pourquoi c'est un moment si exceptionnel pour des navigateurs, navigatrices? Oui, le Cap Horn, c'est le grand cap mythique. Il y en a 3 sur le parcours du Vendée Globe, donc le cap de Bonne-Espérance, le cap Lewin et puis le Cap Horn. Le Cap Horn, c'est aussi le cap le plus sud, donc on descend à 55 degrés sud. Donc voilà, on sait qu'à ce moment-là, on doit, généralement, on n'a plus trop le choix d'aller dans des conditions qui sont quand même assez engagées. Et puis le Cap Horn, ça marque justement la fin des mers du Sud, parce qu'une fois qu'on l'a passé, on peut commencer à remonter dans l'Atlantique. Donc voilà, ça marque aussi le fait qu'on a fait un des gros tronçons difficiles de la course et que normalement le plus dur est derrière nous. Ce qui est aussi très particulier dans votre cas, Justine, c'est que la voile, c'est vraiment une affaire de famille. Vous avez 4 frères et sœurs, tous initiés à la voile dès leur plus jeune âge, tous font de la voile. Qu'est-ce qui a donné ce virus ? Oui, c'est vrai qu'on est tous professionnels de la voile dans ma famille. C'était pas du tout le projet de mes parents à la base. C'était quoi le projet de vos parents ? Bon, je pense qu'ils en avaient pas vraiment, mais c'est vrai que voilà, en Suisse, c'est quand même rare de pouvoir être navigateur professionnel. C'est un petit peu plus le cas maintenant, mais c'était pas le cas quand moi j'étais enfant. Et il y a très peu de femmes qui ont fait ce métier avant moi et mes frères et sœurs. Donc voilà, mais je pense que ce qui nous a en tout cas donné envie de faire ce sport-là et de continuer dans cette carrière, c'est déjà qu'on n'ait pas eu de frein de la part de nos parents de vouloir se lancer dans ces métiers-là. Et puis c'est vraiment le côté, je pense, du temps passé sur l'eau, du plaisir sur l'eau, du contact avec la nature. Parce que votre papa avait un bateau et vous emmenait régulièrement. Exactement. Donc pour nous, voilà, mes parents, ils nous ont vraiment pas incité à faire de la compétition, mais par contre, voilà, on a toujours été incité à passer beaucoup de temps dehors, à être très actif, et puis je pense que c'est vraiment ça qu'on a gardé. Vous l'avez dit, vous êtes une femme, vous avez mentionné ça vous-même, c'est très difficile dans ce sport, la voile, de s'imposer en tant que femme, de faire sa place. Je dirais que moi, je pense que j'ai eu plutôt de la chance dans ma carrière, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, on est quand même toujours une minorité de femmes à faire de la voile professionnellement. Sur les grandes courses au large, on est à peu près 1/10 de participantes. Pourquoi ? Il y a des études assez sérieuses qui ont été faites par les fédérations de voile et voilà, c'est juste qu'il y a des freins aux différents âges. Normalement, la participation en dériveur pour les enfants, elle est à peu près à 50-50 et puis ils perdent des participantes petit à petit, que ce soit parce que voilà, il manque d'exemples, il n'y a pas assez d'encadrement féminin, il n'y a pas assez
de personnes, de femmes dans les directions. Il n'y a pas forcément les infrastructures pour accueillir correctement des jeunes femmes tout au long de leur carrière. Qu'est-ce qui manque ? Il manque des moyens. Je pense qu'il manquait aussi la connaissance de ces problématiques. Il faut des infrastructures spécifiques pour les femmes ? Non, mais c'est juste, par exemple, d'avoir des vestiaires séparés à l'adolescence. Voilà, ça peut être un frein pour les jeunes femmes à un moment donné quand elles n'ont pas les bons endroits pour les recevoir. En tout cas, c'est des choses qu'ont montré les études. Voilà, il y a les problèmes de discrimination, et puis le manque de débouchés aussi. Donc voilà, c'est toutes des problématiques dont les fédérations sont conscientes aujourd'hui, et il y a plein d'actions qui sont mises en place pour essayer de pallier à ça. Vous soutenez d'ailleurs une association qui veut promouvoir les femmes dans la voile. Oui, donc moi je fais partie du Magenta Project, donc c'est une association qui s'est montée à la fin d'un tour du monde sur lequel j'ai participé avec un équipage féminin, et en fait au sortir de cette course-là, on s'est dit en fait pour nous, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Il n'y a pas vraiment de débouchés dans les différents circuits professionnels, et par contre tous les concurrents... Pourquoi il n'y a pas de débouchés dans les circuits professionnels ? C'est parce qu'on n'accueille pas des femmes dans la course en équipage, c'est ça ? Oui, en tout cas dans le passé c'était le cas. Il y avait très peu de femmes dans les équipages, et les femmes justement avaient plutôt tendance à monter leurs projets en solitaire parce que c'était leur moyen de pouvoir aller courir. Il y avait pas de femmes il y a toujours pas de femmes d'ailleurs sur la Coupe de l'América. Il y avait pas de femmes sur la Volvo Ocean Race, donc sur les tours du monde en équipage. Et on ne faisait pas appel à elles parce qu'elles n'avaient pas l'expérience, etc. Donc aujourd'hui, il y a des quotas sur la plupart des grandes courses au large qui ont permis aux femmes d'aller naviguer sur ces bateaux, sur ces circuits, et puis de gagner en expérience. Et c'est des choses qui ont été mises en place il n'y a pas très longtemps, mais au final, aujourd'hui, c'est la norme et plus personne ne se pose de questions de courir en mixité. Et c'est vraiment quelque chose qui a aidé à changer. Donc c'est un exemple d'éléments qui peut être mis en place pour favoriser la participation des femmes aux différents niveaux. Est-ce que vous avez l'intention de courir le prochain Vendée Globe, Justine Métrault ? C'est la bonne question. Oui, en tout cas, c'est vrai que de cette première expérience sur le Vendée Globe, ça m'a appris plein de choses. Et c'est vrai que quand on l'a vécu une première fois, ça donne aussi envie de pouvoir y retourner, et d'essayer de faire mieux, d'essayer d'améliorer encore les choses sur lesquelles on se dit qu'on peut progresser. Donc c'est un projet sur lequel je travaille pour le moment avec mes sponsors. Ça prend un peu du temps à monter, et puis on verra ce que ça donne ces prochaines semaines. Vous avez encore une hésitation ? Non, je pense que pour moi, l'envie, elle est là. L'envie, elle est là. Et puis après, c'est juste réussir à monter le projet. Ça demande quand même un petit peu de travail, un peu de temps. Donc pour l'instant, on étudie les différentes possibilités. Et si jamais c'est dans 4 ans, c'est juste ? Voilà, c'est ça, c'est dans 4 ans. Le Vendée Globe, le prochain, c'est en 2028. Merci beaucoup, Justine Métrault. Merci.